J'espère que vous allez passer une belle journée, que vous allez apprécier cet événement. Avant de commencer, juste pour présenter nos deux principaux partenaires qui nous aident à assurer le succès de la Fête des semences. Donc, il s'agit de la Ville de Québec et de la Caisse économique solidaire des Jardins. Ensuite, je voudrais vous dire un mot au sujet de la contribution volontaire. Donc, l'importance de la contribution volontaire pour rendre que la poursuite de la Fête des semences continue dans les prochaines années. Et aussi pour qu'elle demeure gratuite pour tout le monde. Ça serait simplement de donner, si tout le monde dans la salle donnait $1 à la sortie, ça serait assuré que la Fête des semences pourrait revenir l'an prochain et continuer de prendre de l'expansion. Alors, je pense que Léa s'est déjà un peu présentée. Juste pour vous dire qu'elle est productrice maraîchère de légumes variés de champs, de serres et de micro-pousses. Elle a fait une formation en agronomie, spécialisation en production biologique, propriétaire des aliments Grains de Génie, unifiant la ferme hantée de Lobinière et l'accommodation bio de Limoilou, dont la mission est d'encourager la surconsommation d'aliments bio locaux et œuvrant pour le développement d'une souveraineté alimentaire supranutritive. Je t'engage! Alors, je te laisse la parole. Est-ce qu'on peut le mettre en mode diaporama? Ah oui. Ça va être plus beau. PDF. On peut pas? Ah, ok, c'est un PDF. Ah, oui. Alors, un instant, on va pas. C'est pas si pire, hein? On va bien quand même. Donc, c'est comme je disais, pour ne pas perdre la main, nous, on fait des semis à l'année. La technique de production de semis de micro-pousses, ça ressemble quand même pas mal à celle de la multiplication de graines pour faire des transplants. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pour eux qui ont la passion du jardinage, c'est de pouvoir continuer en saison morte et surtout ne pas perdre la main et optimiser les infrastructures qu'on fait. Parce que ce qui est plate, c'est d'investir dans une installation avec des néons, puis là, des étagères, puis de tout démonter ça à l'été. Mais au moins, si on peut l'utiliser plus longtemps, ça optimise nos investissements pour être productifs. Parce que l'énergie qu'on fait pour faire 3-4 plateaux, c'est l'énergie qu'on peut en faire pour en faire 10. Un coup qu'on est bien seté, c'est optimal. Je me souviens quand j'étudiais à l'Université Laval, là, le cours c'est PowerPoint. Là. J'ai rushé à matin. Démarrer la première diapo. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon métier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va comprendre les paramètres de croissance optimale des semis et des transplants. Puis, pour développer une autonomie, on va développer une approche diagnostique des problématiques. OK, il n'y a pas une recette pour tout. L'agriculture, il y a plusieurs façons d'arriver à de bons résultats. L'agriculture, c'est une science extrêmement palpitante qui développe notre esprit analytique. Donc, on n'arrête fini pas d'apprendre. On va parler des infrastructures, des équipements, de la régie de production, le semis, l'endurcissement, puis la transplantation, ça va de soi. Les terreaux, les amendements permis en bio, puis la fertilisation de la foin. La gestion de l'arrosage, on va faire un survol. Puis je pourrais vous référer mes outils pour bâtir des calendriers de semis. C'est question que là, cette semaine, c'est quoi qu'on sème cette semaine? Oignons, céréales, okay. On est dans les fines herbes difficiles aussi, là, le terragone, l'estragon. Fait que l'idée est toujours de comprendre le pourquoi pour développer la diagnostic des problématiques. Parce que la germination, c'est facile, mais c'est aussi facile de faire des niaiseries. Moi, j'ai beaucoup appris d'erreurs. Comment on appelle? C'est erreurs. Parce que j'ai étudié l'agronomie générale, mais je ne suis pas issue d'une ferme familiale. Donc, tu sais, j'ai appris, ça m'a coûté cher quand même. J'ai travaillé sur quelques fermes, mais c'est vraiment l'idéal, c'est d'aller travailler avec des maîtres jardiniers.
Alors, évidemment, puisque la graine, elle doit germer, on doit lui donner, c'est un petit bébé embryonnaire. Donc, il faut vraiment qu'on mette tous les paramètres pour qu'elle puisse se déployer. Je me suis fait énormément poser des questions sur la production de germination jeune pousse aussi aujourd'hui. Fait que l'année prochaine, je pense que ça va être ça qu'on va faire comme conférence. Puis aussi une conférence sur les semis des engrais verts, parce que c'est bien beau les semis, mais c'est des semis pour faire des transplants, des semis directs au champ, mais aussi des semis de jeunes pousses, puis les semis d'engrais verts. Fait que tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. Aujourd'hui, on se concentre sur la production de beaux gros transplants bien en santé. Ah, je recule. Bon, ça c'est une installation de base qu'on a à la ferme qui n'est pas tout à fait optimale parce que la production de transplants avec des néons, à ce temps-ci de l'année, ça prend minimum 18 heures de lumière par jour. Fait on doit absolument utiliser un éclairage artificiel d'appoint. On peut y aller avec des LED, des néons de type des 5 à spectre végétatif total, qui sont assez économiques. C'est la solution la plus économique. C'est ce que nous, on utilise en ce moment à la ferme. Parce que les LED, c'est vraiment fort. Les LED, excusez-moi, ça coûte quand même cher à l'investissement, mais c'est l'avenir. Puis les lampes au sodium, ce sont les grosses lampes 400 watts et 1000 watts. Ça, c'est vraiment super. C'est sûr que, tu sais, le soleil, je ne sais pas c'est combien de watts. C'est quoi, c'est 10 000 watts le soleil? Rien ne remplace le soleil. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas l'ensoleillement minimum. Fait qu'il faut compenser avec l'éclairage artificiel. Les néons, c'est la solution la plus douce et économique. Mais les grosses lampes au sodium, c'est super, mais ça coûte 1 pièce par jour, puis ça chauffe tellement la pièce qu'il ne faut vraiment pas rater un seul arrosage. C'est facile de brûler des plants avec des grosses lampes au sodium tellement que c'est fort. C'est seulement quelques photos pour se mettre en appétit des infrastructures, pour que quand je vais en parler, vous allez voir. Ça, c'est des installations assez de base que nous, on va faire avant de rentrer dans la mini-serre. Donc vraiment, les premiers semis, quand la mini-serre extérieure, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tous les Québécois, on n'a pas une serre annexée à nos maisons, je veux dire. C'est ça, ces bâtiments-là, ils bâtissent des maisons avec des fenêtres, même pas au sud, je veux dire, c'est n'importe quoi. Fait que ça, c'est la première chose, c'est d'exiger qu'on ait toutes des mini-serres annexées à nos maisons, des serres passives, parce qu'à ce temps-ci de l'année, à midi, il fait comme 20 degrés, mais au mois d'avril, la température ne baisse pas tant que ça, puis c'est vraiment l'idéal, rien ne remplace la lumière du soleil. Mais en attendant, nous, je pense que ce qui est intéressant, c'est donc de patenter des systèmes d'éclairage avec des étagères. Puis, pour vous donner une idée, pour pas que les plants étiolent, nous, on va utiliser à peu près 2 T5 comme ça, que c'est des 510 lumens. Puis, on va mettre 4 plateaux de large et 2 comme ça. Là, on voit que le spectre de lumière va venir couvrir l'ensemble de nos plateaux. Dans un plateau comme ça, on peut en partir beaucoup des plants là, de 200 à 70 à peu près. C'est juste comme, je vais revenir plus en détail, c'est des photos pour se mettre dans l'appétit. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention que aussi, plus les plants sont gros, plus ils ont besoin d'éclairage d'appoint. Donc, quand on les part en germination, 2 néons, ça peut faire, mais mettons pour des cucurbitacées, là, c'est vraiment parce que je pense qu'on les avait partis trop tôt, qu'on n'avait pas pu les sortir dehors tout de suite, mais les cucurbitacées, ils se font de la compétition, les plants se touchent entre l'autre, donc ça prend encore plus de lumière. Ça ici, c'est l'exemple à ne pas avoir, on voit que les plants montent en étiolement, donc ils cherchent la lumière. Quand on fait de la production de jeunes pousses, c'est ça qu'on veut. On veut que les radis étiolent parce qu'on va pouvoir en récolter plus de rendement, ça va être plus facile à récolter puis on ne se coupera pas les doigts. Mais quand on fait des plants pour la transplantation, on veut un plan fort. Donc là, on voit qu'une erreur de débutant peut-être, c'est qu'entre la germination, le moment, les quelques premiers jours où la plante est sortie, où est-ce qu'on doit vraiment garder ça au chaud, à l'ombre, et le moment où est-ce que c'est sorti, on a oublié d'allumer la lumière, puis juste ça, ça fait déjà un mauvais départ. La tige est un peu faible. L'idée, c'est que quand on va semer les graines, il faut qu'on allume la lumière dès qu'on voit le sol se relever un peu. Là, ça fait un géomorphisme parce que la plante va être attirée par la lumière, puis il faut surtout garder un espace à peu près de 1 pied, gros max, ça peut être même un peu moins, mais là, 2 pieds, c'était un peu trop, la lumière n'était pas assez forte.
Si c'est le soleil, il n'y a pas de problème, le soleil est assez fort. Mais là, les plants, ils ont voulu aller chercher la lumière, puis ils ont étiolé, ce qui fait qu'on va pouvoir les récupérer, mais ça part mal la vie d'être un grand flambe. Mais les tomates, il n'y a pas trop de problème parce que vous savez qu'on va les repiquer 2 fois au moins. Puis en les repiquant, on va pouvoir les repiquer un peu plus profond, fait qu'on va aller compenser le fait que c'est des grands flammes. Ça, c'est la production d'oignons, ici. Justement, on est là-dedans. Là, je suis un peu décousue, je ne suis pas mon plan de production, mais c'est parce que je suis mes photos, puis après, on va aller plus en théorie. La production de semis d'oignons, ça se fait souvent à la volée. Les gens vont aimer ça, semer ça en caissette ou en gros bac. Ce qu'on sait, c'est qu'on les part au mois de mars, mais on va juste les transplanter fin avril. Fait qu'il faut penser que ça va prendre une ressource nutritive assez importante. Malheureusement, les oignons sont très sensibles à la fonte des semis et aussi à la salinité du terreau. Si on utilise un terreau qui est trop riche, que le compost est minéralisé trop rapidement, ils vont faire ils vont verser, on les aura trop nourris, ça s'appelle la verse des plantes. Ou alors ils germeront, juste pas. Quand le terreau, le substrat est trop riche, trop une grosse part de compost, on aurait mis un engrais, ça limite la germination des graines. Donc très important de choisir un terreau à semis avec une fraction en compost qui est faible. Mais de toute façon, le compost, c'est quelque chose, c'est un engrais organique qui se minéralise avec la chaleur et le temps. Donc, quand on fait le semis, même s'il est présent, il n'a pas encore dégagé ses éléments nutritifs. Donc, ça n'atteint pas nécessairement la germination. Mais vu qu'il se minéralise dans le temps, si on a un bon compost bien fait, ça va être correct pour assumer la fertilisation à long terme. Mais un bon terreau à semis, moi d'habitude, je prends pas de chance. Nous, on se fait faire notre propre recette. C'est la même recette qu'on utilise pour nos semis de pousses que pour les légumes. C'est une recette qui est riche en tourbe, en perlite, en vermiculite. Puis, c'est pas mal ça. Un peu de compost, un 5 %. Puis, sauf que les oignons, ce que je vais faire, moi je suis astucieuse, je vais mettre une couche de compost dans le fond de mes bacs. Puis, je vais mettre mon terreau à semis. Fait que je sème les graines à la volée là-dessus. Et puis, je viens faire c'est toujours le secret aussi, de plomber son lit de semence, d'avoir un lit de semence ferme. Donc, quand je vais remplir mes bacs de terre, je vais venir compresser comme ça. Je vais semer les graines d'oignon à la volée. Puis, je vais recouvrir encore un peu de terreau. On dit toujours 3 fois la grosseur de la semence, mais bon, c'est à peu près tout le temps. Pour les petites semences, céleri rave, le céleri là-dessus, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais d'habitude, un demi-centimètre, c'est pas mal la règle d'or. Je vais revenir compacter. Ce que je veux dire, c'est que je vais planter les oignons dans des contenants très profonds, ce qui fait qu'ils vont pouvoir toffer jusqu'en fin avril quand on va les transplanter. Donc ça, c'est la technique des oignons. Oui? Ok, je pensais qu'il y avait une question. Bon, parlons d'infrastructure et d'équipement. Bon, l'idéal, c'est d'avoir une serre, on le sait, mais on n'en a pas tout. Fait que l'idéal aussi, c'est d'avoir de l'espace. Quoi de mieux que d'avoir beaucoup d'espace pour faire remplir ces plateaux? Ça, c'est une production d'herbes de blé en micro-serre, en serre passive, ici à la ferme. On voit ici, je ne sais pas si on va mieux les voir, mais nous, on met des tables chauffantes dans notre mini-serre. Ce qui fait qu'au début, en avril, on va chauffer seulement ces tables chauffantes-là qui sont des mini-serres dans la serre. Donc là, avec ça, on n'a pas de problème. Évidemment, ça prend toujours un thermostat minimum, maximum pour avoir une idée de ce qui se passe la nuit pendant qu'on dort, jusqu'à quelle température ça va. Les tables chauffantes, grosso modo, c'est un bac rempli de sable dans lequel on met un fil de déglaçage. Je ne sais pas si les assurances aiment ça, là, mais en tout cas, un fil de déglaçage de toit. Puis, on remplit ça de sable, on va remettre une couverture de soit ardoise, ce serait le best, de la céramique. Puis, on met une mini-serre là-dedans, c'est ça qu'on chauffe. Quelle épaisseur de sable? Le sable, c'est un bac, l'idée c'est de mettre le bac, le sable va retenir la chaleur. Puis quand c'est mieux d'aller voir des plans sur Internet, de construire une table chauffante, mais il faut toujours pas oublier d'isoler le bas aussi.
Une fois, on avait fait une, puis on avait oublié de mettre de l'isolant dans le bas, fait qu'on chauffait par le haut, mais ça sortait tout par le bas. Vous chauffez quelle température? Pour la germination, on va essayer d'attendre 28 degrés Celsius. Il y a toujours quelques exceptions chiantes, genre le céleri et la laitue. Mais ça, à force de faire des erreurs, on s'en rend compte, les épinards, des choses comme ça. Mais grosso modo, là, les graines germent à entre 25 et 28 degrés Celsius. Mais après ça, il faut abaisser un peu. Fait que dans la table chauffante pour la croissance, on va se maintenir 23 le jour, 18 la nuit. Donc, on voit ici la production de transplant en mini-serre. Et là, la serre est chauffée, même si vous avez une table chauffante. Cette serre, là, quand je vois la verdure dehors, on est sûrement rendu en mai là, dans cette photo-là. C'est juste pour se nourrir. On va parler de l'acclimatation aussi, des structures d'acclimatation. Puis maintenant, retombons. Donc, dans la production des terreaux, nous, avant, on le faisait, notre terreau nous-mêmes. Puis, maintenant, on le fait faire par défaut, par Fafard, parce que c'est ça le plus facile, mais on utilise aussi des fois des quand on le fait nous-mêmes, notre recette, on achète ça revient quand même un peu moins cher. L'idéal, ça serait de faire des terreaux à semis à base de compost de feuilles mortes de 2 ans. Ça serait vraiment la solution la plus écologique et la meilleure pour faire les semis. Mais c'est pas vraiment disponible dans l'industrie. Je vais juste essayer, j'ai d'autres photos parce que ce matin, je me suis dit, je vais prendre des photos de toutes les installations en temps réel. Puis, je vais vous montrer ça, ça va être... mais j'ai pas été capable de les mettre dans mon diaporama. Fait que pendant que je cherche mes photos, je vais prendre peut-être une intervention ou deux. Parce qu'on est encore dans l'introduction, là. Oui, vous parlez de... C'est pour faire votre terreau de semis, ça, le compost de feuilles mortes de 2 ans, c'est l'idéal? Oui, ça serait l'idéal. Juste ça. Je pense que oui. Je pense que ce serait ça l'avenir. Parce que vous savez que la tourbe, c'est délicat, ça va super bien. On exporte de la tourbe au Japon, on exporte de la tourbe, toute la Californie roule sur la tourbe, notre tourbe, mais c'est quand même quelque chose qui est bien dur à récupérer. C'est pas trop acide, la tourbe? La tourbe est acide, en effet, oui. Dans les terreaux, on utilise la tourbe vraiment comme un agent structurant, mais la tourbe, quand on fait notre mélange de semis, on va incorporer de la cendre ou de la chaux pour baisser le pH. Quand on achète un terreau commercial, c'est sûr qu'ils ont pensé à ça. C'est très important de regarder la CEC, la capacité d'échange cationique. Ça veut dire la salinité de son terreau. On la veut la plus faible possible. Dans les mix commerciaux à semis, ils sont censés la respecter. Si on fait notre terreau maison, il va falloir apprendre à la mesurer avec un électromètre. Qui mesure la salinité. Puis c'est très important aussi de connaître le pH de son eau. Donc de mesurer une eau qui ne sera pas j'ai les mesures exactes, mais une eau neutre, là, une eau qui va être entre 5,5 et 7. Sinon, on peut vraiment altérer la qualité de nos cellules. L'eau qu'on a dans le robinet, Oui. D'habitude, c'est souvent les gens qui vont avoir des puits de surface ou des puits souterrains. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était quand on va faire la production de plants. Oh non! En tout cas, on est fou là. En tout cas, je vais juste expliquer qu'il existe différents types de matériel pour faire le semis. La caissette en vrac est une manière qui certains maraîchers vont vraiment mettre de l'avant parce que quand tu sèmes en vrac, c'est mettons que tu as un sac de semences qui ça fait 2-3 ans que tu as, puis tu ne connais pas le taux de germination parce que tu ne l'as pas testé avant de faire des semis. Ben, c'est vraiment bien de semer en vrac, comme ça tu prends les plants qui ont germé, puis tu vas les repiquer un peu plus tard. Fait que les semences qui sont un peu plus vieilles, vous savez, la perte de vigueur de germination se fait plus rapidement chez les liliacées, un peu moins longtemps chez les crucifères. Fait que quand on a un vieux sachet qu'on vient de trouver, c'est encore bon, on fait son test de semis en vrac, en caissette. Ça va vraiment vite pour le moment, puis on se remet l'ouvrage à plus tard. Sinon, de planter dans les multicellules. Au début de la saison, on veut planter le maximum de plants possible, mais on a peu d'espace. Fait qu'on utilise des multicellules de type 128 cellules, 200 cellules. Comme ça, on peut vraiment faire plein de petits plants, 200 plants, dans 2 pieds carrés, tu sais.
Puis ensuite, il va falloir, par exemple, les repiquer, parce que moins la plante a de nourriture, moins elle peut toffer longtemps. Parce qu'on parle toujours dans un processus de nutrition organique. On pourrait essayer de la faire survivre avec des fertilisants, de la fertigation. J'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça. Bon. Un peu bas. En tout cas, excusez, je suis un peu... Ça ici, ça va être un exemple d'engrais liquide qu'on va pouvoir utiliser pour faire une fertilisation d'appoint. Moi, j'aime beaucoup utiliser les algues marines pour les oligo-éléments. Je vais en mettre à la transplantation au champ et aussi en fertilisation d'appoint foliaire. Moi, j'ai un petit pack-sac comme ça, là, puis c'est la job du vendredi là, au tannant de la gang. Là. Je dis, on va donc faire une fertilisation des algues, comme ça, ils font les algues toute la fin de semaine. Puis c'est ça, fait que ça, ben, évidemment, la proportion est écrite sur chaque engrais, sa dose de fertilisation. C'est important, c'est pas parce qu'on en met plus que ça va plus pousser. Oui, des plants, on peut leur en donner trop, puis ça, on peut les brûler. Aussi, quand on va faire une fertilisation d'appoint, c'est important de ne pas nécessairement mettre de la lumière tout de suite après, ou de le faire le matin et le soir toujours, pour ne pas faire comme l'effet de loupe sur les feuilles ou les brûler. Ça va être très utile pour la production des plants qu'on part maintenant, puis qu'on va juste transplanter en avril pour leur donner un petit boost, mettons deux fois, une fois par 2 semaines. Bon, c'est ma famille. J'avais des photos un peu plus intéressantes, un instant. Bon, quand je parlais des intrants à la production, ici on a la perlite, qui est de l'argile expansée. Celle-là, c'est un agent qui augmente la porosité, la fluidité de l'air et de l'eau dans le substrat. Ça n'a pas vraiment de charge fertilisante, c'est vraiment juste pour la structure. Oh, les belles photos. Donc, ça ici, c'est en ce moment, ce matin, c'est la production de sarrasin, parce que nous, on part nos semis seulement la semaine prochaine. Mais les tables sont installées avec celle-là, c'est les lumières au sodium. Puis, c'est toujours important d'avoir un appareil qui nous dit l'humidité ambiante et la chaleur ambiante. Il faut que ce soit humide. S'il fait trop sec, il va falloir tout le temps qu'on vienne arroser. Puis, à chaque fois qu'on vient arroser, ça peut être une source de... On arrose souvent trop. Puis ça peut être une source de développement d'algues à la surface des semis. C'est pour ça que la mini-serre, c'est pas tant pour la chaleur, mais c'est vraiment pour augmenter l'humidité des plantes. Si on a des appartements des maisons qui sont très secs. Et ça, c'est parfait aussi quand on fait des boutures, puis de la multiplication végétative. On veut multiplier de la menthe ou du basilic, pas par le semis, mais par la multiplication végétative, ou qu'on va faire du greffage. Mais là, on n'est peut-être pas rendu au greffage. Qui fait du greffage ici? Le plante? Oui, vous. Ah, ben là, vous êtes le bon élève de... Non, on a la conférence. Tantôt, il a oui. Le greffage, mais ça, c'est vraiment intéressant de connaître cette technique-là. Il devrait d'ailleurs avoir une conférence là-dessus l'année prochaine. Puis, c'est parce que là, après ça, tout est possible. On peut essayer de faire des plantes d'aubergines greffées, puis on augmente beaucoup notre rusticité, la vigueur de nos plantes. Bon, ici, moi, j'ai un petit bios. Là, c'est aussi intéressant pour savoir la température minimum, maximum. Toujours pouvoir ajuster, finalement, combien fait... Ça, ici, c'est nous, on brasse notre terre. Même si on achète des fois des mix déjà faits, on les réhumidifie. L'important, c'est quand on achète qu'on a notre mix de terre, c'est qu'il soit au moins à 60% d'humidité. Que si on prend une poignée, il n'y a pas de l'eau qui jute partout, là. On prend une poignée, mais on sent que c'est 60% d'humidité. On peut aussi faire la biomasse de la terre, de la peser, tout ça, mais il faut y aller au feeling parce qu'à un moment donné, il faut que ça opère. Donc, 60% d'humidité, c'est pas trop mouillé, suintant, mais juste assez. C'est vraiment important de préhumidifier parce que si on arrose juste à la fin, la tourbe, ça double de volume. Donc, si on arrose juste à la fin, on risque toujours de garder le fond des cellules qui vont rester secs. Donc, c'est des techniques, chaque ferme a sa technique de semis, mais ça, c'est pas mal la moyenne de ce que les gens font. Nous, dans le mix, c'est ça, on va brasser la perlite, la vermiculite, la tourbe, un peu de compost. On voit souvent des gens qui s'organisent avec des brasseurs à ciment pour faire ça, ou dans un bac avec une pelle. L'important, c'est qu'on ne se brise pas le dos. Puis ici, donc ici, on a des exemples de produits commerciaux.
l'agromix, 0,2 d'azote, 0,6 de phosphore, puis pas de potassium, 0 de potassium. Ça, dans le fond, c'est parfait pour un mix à semis. Ici, à côté, on a le produit plus riche en compost qui va être, ici, le mauve, pour le repiquage. Donc, celui-là, on va l'utiliser quand on va repiquer nos plants de tomates qu'on part la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Puis la berger, ben, c'est une excellente tourbe, là, on en est fiers à travers le monde, mais ça serait quand même temps qu'on trouve un substitut. Puis la perlite, c'est pas tout le monde qui utilise la perlite. Mais des fois, la perlite, on va l'utiliser pour saupoudrer sur nos plateaux de semis, après avoir fait nos semis. Ça va conserver une certaine forme d'humidité à la surface, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de trop arroser. Une perlite pas trop fine, grossière, pour pas que ça fasse de l'obstruction. Puis moi, j'en mets comme à peu près un demi-centimètre, c'est saupoudré comme ça, des fois avec un tamis. Mettre la perlite pour. C'est ça, ça augmente l'humidité à la surface, puis ça fait ça a aussi un effet physique. Bon, alors, allons-y plus dans. Ça veut dire que le temps qui mène terreau, autant pour lancer des hauts semis que pour transplanter, je me sens toujours du même. Oui, c'est simplement qu'à la transplantation, là, on peut en mettre du compost. Le plan il est fort. Fait que, tu sais, si on a utilisé un terreau semi qui était faible, d'habitude, la fraction de compost double ou triple. Mais tu sais, des recettes de semis, genre ça, c'est quand même quelque chose de très. C'est très facilement disponible. Je vais retourner au diaporama. Puis aussi, je vous ai mis des liens d'informations concernant ça. Excusez-moi, le diaporama est là. Ça, c'est de la vermiculine qu'on va utiliser. Vous n'avez pas une question, bon élève? Je voudrais repartir le diaporama. Bon. J'ai amené des outils. Quand on va arroser, très important d'arroser avec une buse fine, quelque chose qui ressemble à la pluie, qui peut mimer la pluie. Puis ces arrosoirs-là de rame, c'est un bon investissement. On en trouve chez Bobo, entre autres. Bobo qui est un excellent centre horticole. Puis si vous demandez, vous exigez plus de choses bio, ils vont s'organiser pour les trouver. Dans le fond, c'est ici à l'envers, comme ça, puis quand on arrose, ça fait vraiment l'effet d'une pluie fine. C'est parfait parce que si on arrose avec un jet trop puissant au début du semis, bien, on va déplacer la semence, puis la semence peut carrément juste sortir de sa cellule. Ici, des exemples de terreau. Le choix des plateaux. Il y en a qui vont utiliser des plateaux, ça c'est surtout pour mettre ses multicellules ou ses caissettes, pour pouvoir les transporter plus facilement. On pourrait aussi semer à la volée là-dedans. Il y a des trous. Dans le fond, les trous, ça arrive tellement souvent qu'on arrose trop et qu'on forme un lac, de l'asphyxie. La moisissure se développe, puis on a des plants rachitiques. Un bon plan fort, il doit n'arracher un petit peu. On a tendance à trop les arroser. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de délicat, la rigiculture. Savoir quand est-ce que c'est le temps d'arroser, c'est vraiment à l'usage. On va venir peser son plateau, puis on va voir si on a notre 60% d'humidité. Mais l'idée d'avoir des trous, c'est vraiment d'éviter de faire des lacs dans nos multicellules. Ça arrive vraiment souvent. Si on utilise un plateau pas de trous, ben, c'est d'être vraiment vigilant de ne pas trop arroser. Ça peut être intéressant avec un plateau sans trou de venir, si on aurait nos plants ici, j'aurais dû avoir des vrais plants. Mettons, j'aurais des plants de radis. Mais on va transplanter du radis, ça va être payant. Ben, je pourrais aussi venir les arroser par en dessous ou venir remettre un peu d'engrais ici, mettons une poignée de compost. T'sais, mettons que, aussi pour avoir un plan fort pour se rendre jusqu'à la transplantation, il ne faut pas trop qu'ils niaisent dans les multicellules. À un moment donné, il faut suivre les calendriers. Les calendriers de semis sont faits par des pros des semis qui disent ben, tu les pars maintenant, mais tu les transplantes. Là, puis si tu t'attends 2 semaines de plus, ben faut que tu fasses quelque chose pour le faire patienter, genre y donner un petit fast-food de farine de crabe, là, au moins pour le faire patienter. Parce que
Sinon, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que les racines vont s'entortiller, il va manger tout ce qu'il y a, puis il va stagner. Il y a un plant qui a stagné pendant la croissance, il va stagner au champ. Fait que, tu sais, on va comme perdre finalement quasiment 2-3 semaines là, de croissance. Donc, on revient sur cette photo-là, est-ce que c'est tout ce qui nous intéresse? Bon, on a parlé des températures de germination qui sont toujours les premiers jours, le temps que la graine est dans le sol, il faut que ce soit vraiment un cocon chaud, 28 degrés Celsius, sauf quelques exceptions, dont les laitues, qui, elles, c'est un peu plus bas. Mais ces exceptions-là, on peut les trouver aussi quand on se met à faire de la recherche culture par culture. D'ailleurs, de toute façon, quand on se met à faire du jardinage, ça nous prend toujours des bons outils de référence. Puis on a notre Yves Gagnon qui est là pour ça. D'ailleurs, c'est lui avant qui donnait la conférence. J'étais assez stressée de prendre sa place. Ben, j'ai lu son livre hier soir. J'ai lu. Mais j'avais commencé avec ça, mais je me suis dit, tu sais, je suis peut-être pas aussi hot que lui, mais c'est quand même mon métier de faire des semis à la nuit. Vous voyez ici sur cette photo-là, pour rapprocher, il y en a qui vont descendre les néons avec des mécanismes pour les rapprocher des plateaux. Nous, on va tout simplement mettre un plateau en dessous ou 2 plateaux pour rapprocher, parce que notre installation est fixe. Puis, l'idée, c'est tout le temps de surélever le plateau pour que quand la germination se fait, la petite plante, le planture, la lumière rapidement et n'étiole pas. Est-ce que c'est convenable de garder le néon toujours très proche de la plante? Est-ce que c'est convenable de garder le néon toujours assez proche? Oui, mais le néon dégage aussi de la chaleur, donc c'est aussi que pour avoir un bon spectre et que ton néon il touche la grandeur de ton plateau, ben d'habitude un pied, ça fait que il y a de la lumière égale partout sur ton plateau. Moi, c'est vraiment des plateaux standards, mais on peut partir des semis dans toutes sortes de plateaux. L'idée, c'est juste que le néon couvre toute la surface de semis. Tu ne peux pas parler des LED, il y a différentes couleurs, jaune, un peu bleu, qu'est-ce que Des LED. Les LED, c'est malheureusement quelque chose que je connais pas beaucoup. Tu sais, j'ai un rack de LED chez nous, il m'a coûté 100$, puis il fait vraiment des beaux résultats, là. Mais je sais qu'il faut que je m'en aille vers là, mais je suis pas la personne pour vous parler des LED aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as pris? Quelle sorte? Moi, ils sont blancs. Fait que c'est un spectre végétatif, là. Hey, j'aimerais ça être sa coche pour parler des LED, mais quand même, je t'en vais inviter un vendeur. Je sais que c'est l'avenir. On était rendu. Avec le néon à quelle largeur de la ça fait un triangle, comme ça. À peu près quoi, deux plateaux d'arc? Oui, exact. 2 plateaux d'arc. Moi, je vais mettre 4 plateaux, comme ça. 1, 2, 3, 4. Puis je vais mettre 2 néons aussi. 2 néons pour 4 plateaux, donc je sais pas si ça a répondu un peu à votre... Est-ce que l'image vaut une réponse? Allez-vous parler aussi des fenêtres? Moi, c'est pas fenêtre. Une fenêtre? Oui, mais les fenêtres, c'est super, en fait. C'est juste que ça prend de quoi pour... On parle de, 18 heures d'ensoleillement. Fait que, d'ici le mois d'avril, ça prendrait de quoi pour compléter. Sinon, les plants, ils vont étioler. Mais les fenêtres, c'est 10 000 lumens, là. Ça, c'en est... Non, 100 000 lumens. Ça, c'est 5 000 lumens à néon, mais je pense que c'est 10 millions de lumens. Non, je me souviens pas c'est combien le soleil de lumens, mais c'est vraiment bon. Bon, fait que là, on a notre terreau qu'on a bien humidifié à 60%. Moi, je les mets toutes un à côté de l'autre, comme ça. Là, je vais amener une chaudière. Je vais les remplir avec un balai. J'utilise un petit balai pour balayer, ou un porte-balai pour un peu comme si je peinturais de la terre. Puis, c'est vraiment une question de ne pas trop compacter. Vu qu'on a déjà pré-humidifié notre terreau, on n'a pas vraiment besoin de... Il est comme déjà, à cause de la concentration en eau, il est déjà un peu compact. Ce qu'il y en a qui vont faire, c'est qu'ils vont utiliser un contenant de la même forme. Ils vont venir seulement venir frapper un peu pour former un trou, puis une petite cavité où est-ce que la semence va venir se loger. Nous, on fait nos semis à l'aspirateur, c'est pour ça qu'avec un semoir pneumatique, c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait déjà une petite cavité.
Mais si on fait nos semis avec un crayon puis à la main, c'est comme si on vient mouler un peu avec notre autre multicellule le trou pour le mettre, comme ça on peut vraiment penser à autre chose pendant qu'on fait nos semis. Puis ça fait déjà une petite cavité où est-ce que la terre, quand on va mettre du poudré de la terre par-dessus, ça fait un beau petit lit de semence pour la graine. Et aussi, ben, les plants vont être uniformes, ils vont tout être au centre. Pour compacter, donc, je mets ma terre, puis là, je prends mon plateau, puis je le laisse tomber d'un pied. Il est compacté. Après ça, je prends mon autre multicellule, puis je viens faire un petit moule, pas fort, là, juste pour faire une petite trace. Celui-là, il est prêt, je l'envoie sur la table de la chaîne de montage. Là, il y a quelqu'un ici à côté, il est assis, alors où il fait la chaise pour muscler son ischio jambier. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser pour faire mes semis, c'est simplement, il existe des petits semoirs qu'on vend. Moi, j'aime utiliser un morceau de carton avec un crayon, puis je mets les semences. Bon, je mets pas de crayon. En tout cas, simplement, ici comme ça, avec un crayon, je viens, je m'assieds comme ça, toc, 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 toc. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée. Je trouve que les petits semoirs, souvent on les perd, les casse. Il existe quand même de bons modèles qui peuvent pouvoir plus cher, mais un crayon, puis un papier ici, puis on met les semences ici. Comment ça va dans le temps? Parfait. Oui, c'est les prendre un crayon bénévisé, là, une par une. Parce que, à part quelques exceptions, genre, vite de mémoire, le basilic, les quelques fines herbes, la menthe, l'origan, qu'on veut que ça pousse en petit touffu, comme petite touffe, là. Et ils seront pas une compétition quand on va les transplanter au jardin. La plupart des autres semis, c'est une graine par cellule. Parce que si on plante, mettons, 3-4 graines de laitue dans une cellule, bien, ils vont comme les laitues, ils ne pourront pas, les trois, faire leur plein développement, ils vont se compétitionner au champ. Puis souvent, il n'y aura pas d'air qui va passer entre les trois, puis les feuilles contours, ils vont être pourries. Mais, par exemple, le basilic, la menthe, le thym, souvent les petites herbes qu'eux autres, on va les voir pousser en mode, on va pouvoir mettre une coupe de graines. Tu sais, genre, moi le basilic, c'est tout le temps 5-6 graines, 5-6 graines, 5-6 graines par cellule. Si on a des semences qui sont vieilles, on peut toujours en mettre un peu plus, mais il va falloir éclaircir, probablement en enlever une. Ok, on continue. Oui? Je voudrais savoir, quand tu mets ton plateau un pied plus haut dans le plateau, tu laisses tomber, est-ce qu'il est plein de terre ou est-ce qu'il est plein? Oui. Dans le fond, on le remplit, puis là, on laisse tomber sur la table pour que ça tasse la terre. Ça va faire la parfaite densité pour... Rempli de terre. Ils sont remplis à rabord. OK. Celui que tu laisses tomber est Il est rempli à rabord. OK. Puis là, quand je le laisse tomber, il baisse à peu près d'un demi-centimètre. Puis là, ça va être parfait parce que si on remplit trop nos cellules puis qu'on va les arroser, des fois, l'eau, elle n'a pas le temps de pénétrer puis elle coule ses bords. Tandis que si on laisse une petite piscine naturelle, on va pouvoir arroser puis l'eau va s'infiltrer. C'est vraiment juste comme technique pour que ça soit plus simple. Puis ça m'est arrivé de planter des terreaux qui étaient trop compacts puis que les plants, ils se développaient juste pas. Parce que dans le fond, ici, ça c'est l'espace que le plant y a pour se nourrir. Il y en a qui vont avoir des cellules plus coniques, circulaires. L'idée, c'est, dans le fond, comment est-ce qu'on peut optimiser l'espace pour le développement racinaire pour, dans le fond, mettons que c'est du chou kale qu'on plante. Bien, il va touffer 1 mois là-dedans avant qu'on le transplante. Aussi, si on utilise des plateaux pour les transporter, il ne faut pas qu'il y ait de cavité. Tu sais, par exemple, s'il y a une piscine naturelle qui se fait, une baissère, là, les plants qui vont être ici vont toujours avoir plus d'eau, puis ils vont avoir plus d'algues, puis ils vont être moins beaux. Puis un plant qui a trop d'eau, il développe moins de racines,
quand tu le transplantes dehors, ben, il est moins fort. Fait que si j'ai une cavité, parce que nous, ça nous est arrivé une année, là, tous nos cercles ici, on avait. Fait que on met des petits bouts de bois pour faire ça, ça soit bien droit. Comme ça, puis quand on les arrose, ils ont tous le même traitement. Parce que, tu sais, quand tu as une table au complet, il faut comme aussi gérer l'arrosage de façon uniforme, sinon on s'en sort plus. Donc, si on utilise des fois des semis en vrac, des semis en multicellules de 200, des semis en multicellules de 72, comme ça, 72 petites cellules, ben, il faut penser aussi de les regrouper. Tous ceux-là qui sont dans des grosses multicellules, on peut leur donner plus d'eau. Ceux qui ont dans les plus petites cellules, il va peut-être falloir revenir plus souvent. C'est juste comme essayer de rassembler dans son espace de semis. Si on a différents formats, ils vont pouvoir absorber et retenir plus ou moins d'eau, donc de jauger son arrosage avec ça. Fait que ça, pour si bon, la qualité des semences, on n'a pas besoin d'en parler, on a ici 20 experts pour vous en parler. Type de contenant pour le repiquage. Ici. Y a-t-il quelqu'un qui a une question pendant que je retrouve mon fil? Moi, c'est vraiment de savoir là, quand est-ce qu'on a trop arrosé. Parce que tout à l'heure, tu as dit tu prends ton paquet, là, puis là, tu le pèses, mais. Oui, c'est de se donner, faut à un moment donné développer des réflexes de jardinier, puis tu le soulèves, ça, il n'a assez d'eau. Tu sais, il n'a 60%. OK, c'est de la mais je mets mon doigt, là, puis là, je me dis, il y a assez de rétention d'eau. Hey, je m'excuse, là, je manque de professionnalisme, mais mais j'ai trouvé mon tableau sur les températures optimales du substrat. Quoi? Puis après ça, une période de questions. Oh, OK. Attendez. Un instant. L'acclimatation, quelle bonne idée. Donc, on a des plants à une semaine avant d'aller le transplanter, on les sort dehors, on regarde la météo, 10 degrés, ça stoffe. Si c'est pour des tomates, ça pourrait stopper leur croissance, il faut faire attention. L'acclimatation, à la limite, on le fait sur un chariot roulant. J'ai déjà vu des systèmes de serre que c'était tous des rails. Le jour, ils poussaient tous leurs plants sur les rails dehors, puis le soir, ils les rentraient. L'idée, c'est d'endurcir le plant. Fait que c'est sûr qu'il faut au moins prévoir une semaine avant. Et il faut aussi prévoir des mesures de les sortir le matin. Si on les sort le jour, on peut les brûler. Ça ici, ben, je sais que ça a l'air un peu broche à foin, là, mais des fois c'est ferme, c'est broche à foin. Ça, finalement, on a récupéré un vieil abri tempo, on a mis des palettes par terre. Puis nous, dans le fond, c'est là qu'on acclimate nos plants. Ben, on a plusieurs endroits, mais à un moment donné, ça prend plus de place. Fait qu'on va sortir tous nos plateaux-là, puis on a mis double couverture. Un filet pour empêcher les bébites d'aller pondre sur nos plateaux, puis un plastique, tout d'un coup, qui annoncerait un froid. Les calendriers que l'on doit suivre, il y en existe d'excellents qui sont gratuits sur Internet. Je vais vous donner le lien. Puis ça, dans le fond, en suivant ces calendriers-là, ils sont faits selon la zone 4B, qui est la zone entre autres de la ville de Québec, pour les températures. Alors, le filet, ben, c'est pour empêcher que les petites altises viennent grignoter notre feuillage, que la cystodie vienne pondre dans nos plateaux. Ici, on voit un bel exemple là, Puis aussi, on peut mettre une bâche thermique. Si mettons que ça va être on n'a plus de place là, pour nos semis, mieux vaut les sortir dehors au plus vite, puis on leur met à la limite une bâche thermique qui va donner un 2 degrés de plus. Pour les cucurbitacées, ça serait super. Les concombres, les melons, les tomates, pour pas que ça descende trop froid la nuit. Tu ne veux pas les mettre directement au gros soleil, dans le fond? On peut les mettre, ça dépend si ils partent de néon, puis ils n'ont jamais vu la vraie lumière, puis on les met au gros soleil, ou qu'on risque de les voir toutes fanées, surtout si les plants sont étiolés. Alors, l'idéal, c'est dès qu'on peut les mettre au soleil, puis au chaud, on le fait. Puis, si on peut y aller un peu graduellement, je vous dirais que si vos plants sont étiolés et que vous voulez les sortir dehors, mettez-les d'abord à l'ombre. Parce que ça m'est tellement arrivé souvent d'avoir des plants étiolés au début, puis là, on les sortait, puis c'était trop de lumière. Alors, graduellement,
Mais si on a un plan fort, il va être fort, fait qu'on peut quand même le sortir. C'est juste qu'on les sort le matin, avant 10 heures. Puis là, quand le gros soleil frappe, ils sont déjà un peu acclimatés. Puis ça dure une semaine. Avais-tu des questions plus précises que tu veux savoir? Oui, la température extérieure. C'est sûr que il y a des intervalles toujours. Mettons, les solanacées ont besoin de plus de chaleur. Les crucifères, les oignons, on peut sortir ça bien vite. C'est de connaître finalement ces familles de plantes pour gérer la diversité. La nuit, mettons, ben, à 3-4 degrés, moi ça me fait pas peur là, que mes semis d'oignons sont dehors. Mettons que c'est ça, ils vont survivre. Ben, les tomates, ça pourrait stopper la croissance après les abîmer, oui. Fait que ça serait 10, ben, finalement c'est 18. Habituellement, dans le monde idéal, 23 le jour, 18 la nuit. Ça, c'est la température d'équateur, je pense. Alors ici, ben, ça c'est une image de nous qui transplantons des plants. On a des beaux gros plants forts, fait qu'on les transplante. On fait un beau sillon. Puis cette machine-là, le transplanteur amène de l'eau tout de suite, puis crée le tout. Regardez comme c'est beau! Une monoculture de choux! C'est une parcelle en rotation de ferme. Ça ici, c'est pour préparer un lit de semences pour le semi-direct. Quand on veut faire un semi-direct, on veut plomber le sol. On veut que le sol soit quand même bien ferme. Fait qu'on peut le travailler avec un rotoculteur ou on sait on est de la nouvelle génération, on va le travailler avec... ça par rapport, c'est bon, notre présentation. En tout cas, je pensais que j'avais mis une photo des bâches. Dans le fond, vous savez que maintenant, le rotoculteur est tellement à la mode, fait qu'on met des bâches noires. Ah, je l'ai pas eu. On met des bâches noires, on prépare toutes nos planches de semis. On va recouvrir ça de géotextile ou de plastique récupéré. Ça peut être, nous à la ferme, on utilise de plastique de ballon, parce que toutes les fermes autour qui mangent, c'est les fermes laitières qui mangent moins. Là, ils enrobent ça dans du plastique. Nous, on étale ça au sol, fait qu'un coup que nos planches sont toutes prêtes au printemps, on va mettre ça, puis quand c'est le temps de semer, on enlève le plastique, puis le sol est quand même resté sans mauvaises herbes, puis il est encore plombé, puis il y a de l'humidité. Sinon, on avait la photo de la serre ici. C'est intéressant quand on veut faire le semis, que ce soit comme un sol qui n'est pas trop effrité, parce que si il y a de la pluie qui tombe, ça peut faire une croûte de battance. La croûte de battance, nous, à la Lotbinière, c'est un problème parce qu'on est dans l'argile. Et puis, la croûte de battance, quand on fait un semi-direct au champ, ça fait que ça devient comme de l'argile, tu sais, un peu comme dans les pays de la sécheresse. Là. Puis les graines sont même pas capables de sortir. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer un genre de peigne, ça pourrait être un râteau à feuilles, pour venir briser la croûte de battance pour que la semence puisse sortir. Des fois, c'est assez fort. Mais ce qu'on veut, dans le fond, ici, on a un exemple de... Nous, on a tamisé un peu le sol avec un gros tamis pour faire un semis qui a une belle levée. Ça, c'est parce qu'on veut faire une planche de mesclun. Une planche de mesclun, ça peut générer beaucoup de sous. Fait que ça vaut la peine d'investir beaucoup de temps puis de la qualité. On passe ensuite un râteau. Puis l'idéal, c'est que le sol soit pas trop fluffy. Parce que du sol trop fluffy, l'eau va s'évaporer rapidement. C'est pour ça qu'on dit plomber. Plomber, ça veut dire c'est un mythe là qu'il ne faut pas marcher sur sa planche. Là, on peut marcher quand même dessus. Ce qu'on veut pas, c'est un tracteur 400 force dessus, là, mais on peut quand même marcher pour avoir... Fait que ça, c'est mon outil, moi, pour... je ne vais pas aller plomber dans le champ nécessairement, mais l'idée, c'est d'avoir un lit de semi-terre. Ici, c'est un exemple de semis au champ où est-ce qu'il y avait une baisseur. Donc, un peu comme quand on parlait du plateau de cellules où est-ce que ça n'avait pas germé au centre. Là, c'est la même chose, ça n'a pas germé dans ce jour-là parce que c'était une baisseur. Puis ça, c'est la nouveauté. On accroche pour arroser nos semis sur un rail de la serre. On est bien fiers parce que sinon, on est toujours rendu qu'on marche dans des arrosoirs puis ils sont toujours sales. En tout cas, ça, c'est ma fierté, mais bon, c'est très bon. Les références. Quelque chose qui est vraiment un don pour le développement de l'agriculture biologique diversifiée maraîchère. Ça s'appelle le Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Oui. Ça a été préparé par Bioaction Hectare en 2009. Il est disponible en ligne sur Internet. Puis, là-dessus, on a des chapitres. Ça, c'est la lecture qui est comme... qui change la vie, là. Mon petit son dernier. Ensuite, il y a la production de transplants de légumes biologiques. Ça, c'est ce que j'avais utilisé comme référence d'un atelier que j'ai suivi avec le CETAR à Victoriaville. Puis, évidemment, il y a
Ah, il veut pas. Connexion sécurisée. Mais si vous googlez les mots-clés qui sont guide de maraîchage diversifié, bioaction, ben, sur aussi le site de l'accommodation bio, accommodationbio.ca, il y a un lien d'intérêt dans lequel il y a des documents PDF de vulgarisation scientifique, genre comment faire l'ABC de la géomie puis des jeunes pousses. Puis il y a les calendriers de semis que j'ai mis en ligne aussi. Parce que nous, à l'épicerie Accommodation Bio, on est comme un mini-centre jardin écologique, tu sais, puis la fête de semences se continue jusqu'en novembre. Puis nous, notre mission, c'est d'encourager la surconsommation de légumes au Québec. Fait que on a aussi les outils pour rendre les gens autonomes. Fait que pour les rendre les gens autonomes, ça prend des choses qui fonctionnent. Ça, c'est l'autre formation sur les germinations. Ce que je veux dire, c'est que nous, on s'occupe pour diffuser l'information pour que le monde soit bien équipé, puis qui développe l'autonomie alimentaire. Comme ça, un jour, on va pouvoir prendre une vacance, nous les maraîchers, quand vous allez être autonomes. Alors, je vous remets le lien. Ce lien-là, c'est le meilleur que j'ai vu. C'est dans le fond, ils ont concerté plusieurs fermes du Québec. Ils ont fait des. En tout cas, sur le site d'Accommodation Bio, dans le lien d'intérêt, il est vraiment écrit calendrier des semis. Ça, c'est ce que même moi j'utilise à la ferme. C'est sûr que j'ajoute des choses. Parce que ça, c'est un calendrier qui est fait pour une ferme maraîchère qui ferait des paliers de légumes. Donc, c'est pour, mettons, 300 personnes, c'est des calculateurs, des chiffriers Excel. Sauf que c'est vraiment ce que le monde ils font pour vivre de ce métier-là. Donc, c'est super applicable pour les gens qui veulent faire des grands jardins. Et les données sont fiables. Mais bon, désolé, là, ça... Au niveau de l'expertise, je vais m'améliorer, mais l'année prochaine, je viens vous apprendre à faire des germinations et jeunes pousses et aussi à gérer les engrais verts. C'est bon? C'est un rendez-vous?